Ce que l'Égypte ignore, c'est que les Arabes ont été trahis 2 ans plus tôt par le roi marocain Hassan II, qui a remis au service secret israélien un enregistrement caché d'une rencontre durant laquelle les leaders arabes débattent de leur plan de guerre contre Israël en exposant le manque de préparation de leurs propres armées. Avec cette information en main, Israël expose le bluff et lance une attaque surprise contre les pays arabes. On l'appellera la guerre de 6 jours, car en moins d'1 semaine, l'armée israélienne écrase la coalition ennemie. Pour chaque perte israélienne, il y a 20 pertes de la coalition. Durant la guerre, Israël saisit la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie, le plateau de Golan et surtout la ville sacrée de Jérusalem. C'est une véritable catastrophe stratégique qui s'avère un point tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Soudainement, les monarchies et les républiques du monde arabe renient la logique de la guerre froide, s'unissent contre un ennemi commun afin de venger la défaite et libérer le million d'Arabes en territoire occupé, en détruisant l'État d'Israël. Après la défaite de 1967, les armées égyptiennes et syriennes sont humiliées. Donc l'Arabie saoudite n'a plus à s'inquiéter de l'influence de ses rivaux. De son côté, le roi Faisal est extrêmement déçu par l'appui américain à Israël qu'il perçoit comme une trahison de la promesse de Roosevelt faite à son père quelques 20 ans plus tôt. Il demande donc à son jeune frère, le prince Salman, de lever des fonds au sein du royaume afin d'appuyer la résistance et la reconstruction de la Palestine. En quelques mois, l'Arabie saoudite assume un tout nouveau rôle dans la région, soit celui de leader du monde musulman pour la défense de la Palestine. L'Arabie saoudite commence à s'éloigner des États-Unis. Le roi Faisal se réconcilie enfin avec le président Nasser et organise le premier sommet musulman. Les Saoudiens deviennent les plus grands exportateurs de pétrole du monde, alors que l'or noir représente plus de 90% des revenus du royaume. L'État devient lourdement dépendant d'Aramco, qui reste pourtant la propriété entière des corporations américaines. Ces dernières ne versent que des redevances dérisoires, si bien qu'en 1972, par décret du roi Faisal, le gouvernement saisit unilatéralement une part de 25% au sein d'Aramco. La nationalisation du pétrole saoudien a commencé. Quelques mois plus tard, appuyés notamment par l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Syrie mènent une grande coalition arabe dans une attaque surprise sur Israël. C'est la guerre du Yom Kippour. Presque immédiatement, les États-Unis appuient massivement Israël en fournissant des renseignements, des armes et des munitions, alors que l'URSS fait la même chose pour la coalition de pays arabes. Plusieurs d'entre eux sont alors en colère devant l'appui américain à Israël et le rôle des États-Unis dans l'oppression du peuple palestinien. Mené par l'Arabie saoudite, l'OPEP annonce un embargo sur les ventes de pétrole pour tous les États qui appuient Israël. Encore plus, en représailles à l'intervention américaine, le roi Faisal signe un nouveau décret faisant passer la part du royaume dans Aramco de 25 à 60%. En quelques mois, les prix du pétrole sont presque quadruplés alors que de nombreux pays occidentaux sont plongés dans une profonde crise de l'énergie qu'on appellera plus tard le choc pétrolier. Les gens font la file pour du carburant, l'économie ralentit et les États-Unis sont placés au pied du mur alors qu'ils ont un rappel brutal de l'importance stratégique immense de l'Arabie saoudite. Dans la salle des cartes de la Maison-Blanche, Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité nationale du président Nixon, est en colère. Il s'exclame « Il est ridicule que le monde civilisé soit pris en otage par 8 millions de sauvages. Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser l'un des chèques juste pour leur montrer qu'on peut le faire ?» Lorsque Kissinger rencontre le roi Faisal au milieu de la crise pour exiger la fin de l'embargo, il sous-entend ouvertement que les États-Unis pourraient tout simplement bombarder l'Arabie saoudite et ainsi la priver de ses gisements de pétrole. Le roi Faisal lui répond « C'est vous qui êtes incapable de vivre sans pétrole. Vous savez, nous sommes un peuple du désert. Nos ancêtres ont survécu avec des dattes et du lait de brebis. Nous pouvons facilement y retourner et vivre comme ça à nouveau. » Le message est clair. S'ils veulent du pétrole, les Américains doivent pousser Israël à négocier, et face à la gravité de la crise, ça fonctionne. Les Américains forcent Israël à faire des concessions, et l'embargo est finalement levé en 1974, alors que le roi Faisal émerge grand gagnant d'une confrontation historique. Les revenus de l'Arabie saoudite explosent grâce au nouveau prix du pétrole. Aux États-Unis, il est fait homme de l'année par le magazine Time, alors qu'un peu partout dans le monde musulman, il acquiert une renommée immense en tant que leader de la lutte contre Israël.
De son côté, l'Amérique est complètement sonnée. Son économie est en détresse alors que l'inflation fait des ravages, que le marché boursier s'effondre et que le déficit national est multiplié par 12 en seulement 2 ans. Il faut intervenir. Le secrétaire du Trésor américain se rend donc en Arabie Saoudite avec pour objectif de neutraliser la menace pétrolière, mais aussi de convaincre le royaume de financer le déficit grandissant des États-Unis. Malgré l'hésitation du roi Faisal, après des mois de négociations, Henry Kissinger et le frère du roi, le prince Fahd, arrivent ensemble à une entente historique qui s'avère absolument déterminante pour l'avenir des deux nations. D'un côté, l'Amérique s'engage à acheter du pétrole saoudien, à fournir des armes et de l'appui militaire et à défendre le royaume en cas d'attaque. En retour, les Saoudiens acceptent de financer la dette américaine en convertissant les milliards de dollars acquis à travers l'exportation du pétrole en bons du Trésor américain. C'est un coup de génie. Mais ce n'est pas tout. L'Arabie Saoudite promet également de n'accepter aucune autre monnaie que le dollar en matière de paiement, renforçant considérablement la domination américaine dans la finance internationale et consolidant le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. C'est le début d'une nouvelle ère, l'ère du pétrodollar. L'Amérique et l'Arabie Saoudite ajoutent un nouveau pilier à leur relation, approfondissant toujours plus l'interdépendance. Malgré tout, le roi Faisal demeure farouchement opposé à la paix avec Israël et donc c'est surtout son frère, le prince Fahd, qui exécute le rapprochement avec les États-Unis. Après tout, il faut se rappeler que le roi saoudien et Henry Kissinger sont à couteau tiré. Kissinger qualifiait Faisal de sauvage seulement quelques mois plus tôt, et comme l'Iran n'a pas participé à l'embargo pétrolier, Kissinger préfère largement le Shah d'Iran, qu'il considère comme un allié beaucoup plus viable pour les États-Unis. De son côté, Faisal se méfie de Kissinger, qu'il estime trop favorable à la cause israélienne ainsi qu'à l'Iran. En fait, lorsque Kissinger tente de négocier un accord de paix entre l'Égypte et Israël, le roi Faisal exerce une pression énorme sur l'Égypte afin de l'empêcher. Les négociations s'effondrent. 2 jours plus tard, alors que le roi Faisal se penche pour embrasser son neveu tout juste rentré des États-Unis, ce dernier sort une arme et lui tire 2 balles dans la tête. Le roi Faisal vient d'être assassiné. Partout à travers le Moyen-Orient, la nouvelle a l'effet d'une bombe. Plusieurs dénoncent un complot d'Israël ou des États-Unis. On dit que l'Amérique n'a jamais pardonné l'embargo mené par Faisal et que le roi bloquait les accords de paix avec Israël. Certains journaux prétendent que la CIA aurait voulu éliminer Faisal en raison de sa place dans le monde musulman, alors que des rumeurs identifient directement Henry Kissinger comme responsable du complot. Dans un livre publié des années plus tard, une source de la famille royale affirme que le roi Faisal avait reçu un message seulement quelques semaines avant l'assassinat de la part d'une agence de renseignement occidentale le prévenant qu'il serait bientôt assassiné par l'un des membres de la famille royale. La note prétend que les États-Unis et le prince Fahd travaillent ensemble sur le complot et que l'objectif est d'installer le prince Fahd comme nouveau leader. Cette note ne sera jamais rendue publique. Ainsi, que s'est-il réellement produit? Difficile à dire. Alors une chose est sûre, lorsque la poussière retombe, le prince Fahd émerge bel et bien comme le nouveau leader du royaume, avec des orientations décidément pro-occidentales et pro-américaines. Soudainement, les négociations entre Israël et l'Égypte débloquent et les deux finalisent les accords du Sinaï, offrant une victoire énorme aux Américains et à Israël, qui fait alors la paix avec son rival selon les termes négociés par Henry Kissinger. Avec l'arrivée du prince Fahd, les États-Unis peuvent compter sur 2 piliers de leur influence au Moyen-Orient, soit l'Arabie Saoudite et l'Iran. Avec les prix du pétrole, les 2 pays accumulent des quantités énormes de pétrodollars qu'ils utilisent notamment pour acheter des armes occidentales en quantité massive. La différence, c'est que pendant que l'Arabie Saoudite gaspille les revenus pétroliers en finançant des projets douteux et les excès de la famille royale, l'Iran se lance dans toute une série de réformes pour moderniser l'État et diversifier l'économie. Or, il faut se rappeler que le Shah d'Iran fut installé par les Américains quelques années plus tôt à travers un coup d'État mené par la CIA. Donc, pour une large portion du peuple iranien, le Shah n'est qu'une vulgaire marionnette au service des Américains et ses réformes sont une hérésie, une véritable insulte à l'islam. Et c'est ainsi qu'en 1979, la marmite explose et débute la révolution iranienne.